Bon, c'est parti. Trouver l'opportunité qui se cache derrière chaque problème. Mes attentes pour le colloque, c'est que ça va changer la vie des gens. Je m'appelle Laurence Valère-Arthur. Je suis responsable de l'expérience à l'ACE du Québec. Je m'assure que dans tous nos événements, les participants ont la meilleure expérience possible. Selon moi, être entrepreneur, c'est avoir des idées idéalistes, mais avoir l'ambition, l'audace de les mettre sur pied dans un monde qui n'est pas idéaliste. Je m'appelle Marianne Spear, mon entreprise est Marianne Spear Productions. Je crée du contenu et j'encourage les discours autour de l'argent. Je suis reconnaissant pour l'ACE de m'avoir montré la voie chez l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est aussi avoir la patience et l'humilité d'apprendre des autres. Pour se lancer en affaires, ça prend une confiance en soi pour écouter sa petite voix intérieure qui se dit que c'est le bon chemin pour nous. Je m'appelle William Corbeil, vice-président produit chez Moi Société et Maison Corbeil. Bonjour à tous. Bienvenue dans la conférence Entreprendre, c'est varié. Merci d'avoir fait le choix de passer votre heure avec nous. J'espère que vous avez hâte de passer cette heure-là avec nous. J'ai envie de commencer par vous parler un peu de pourquoi cette conférence existe. Entreprendre, c'est varié parce que ça change selon chaque personne. Chaque personne entreprend à sa façon. Mais pour essayer de rendre ça un petit peu plus facile à comprendre, à la CE, on parle souvent de 6 différents types d'entrepreneuriat. Évidemment, l'entrepreneur traditionnel qui démarre une entreprise à son propre compte, mais il y a aussi les repreneurs, les travailleurs autonomes, les influenceurs, les gens qui font des projets communautaires et évidemment, les gens qui travaillent dans des clubs comme vous sont des entrepreneurs aussi. Donc, question de vous donner une variété de points de vue, on a décidé d'avoir 3 intervenants qui vont répondre à des questions assez similaires, mais selon leur point de vue et leurs différents types d'entrepreneuriat. Question qu'on part tous sur la même base. J'ai imprimé des définitions vraiment boring sur Google et on va essayer de les améliorer un petit peu. Donc, Marianne, je te laisserai commencer. Donc, nomme-nous ton type d'entrepreneuriat et ta description. Mon type d'entrepreneuriat, c'est solopreneur. La description, c'est un travailleur autonome, c'est une personne qui travaille pour elle-même et non pour le compte d'une autre personne. Elle n'est sous l'autorité de personne et a donc la liberté de gérer ses affaires et d'exécuter son travail à son propre compte. OK. Puis est-ce que tu es un peu d'accord, pas d'accord? C'est pas mal ça? Tu te considères? Bien, c'est sûr qu'il y a des points, qui sont tout à fait d'être légitimes, mais le fait de dire qu'on est sous l'autorité de personne, je trouve ça difficile d'être d'accord avec ça parce que tous mes clients, puis quand tu es travailleur autonome, je pense que souvent tu as une moins grande variété de clients que si tu es une grande entreprise qui offre beaucoup de produits. Fait que mes clients, il n'y en a pas beaucoup. Fait que je suis encore plus proche de ceux à qui je dois rendre des comptes. Fait que de dire que je suis sous l'autorité de personne... C'est pas exactement vrai. Non, exactement. Puis même que, ultimement, je suis sous l'autorité de moi-même. Puis quand tu es travailleur autonome, habituellement, tes critères sont comme hyper élevés. Fait que non, je suis sous l'autorité de Marianne la boss, là, puis je la vois vraiment comme une entité distincte de Marianne personnelle. Fait que, OK. C'est très santé, ça, la distinction. Oui. William, toi, tu es un peu moins chanceux. Ta description est un petit peu moins digeste, hein? Bonne chance. On va la lire. Google me nomme repreneur, donc je suis un repreneur dans les faits. Un repreneur est le nouveau chef d'une entreprise autonome qui en devient le propriétaire et le dirigeant par rachat, donation, héritage, reprise au conjoint ou location-gérance. C'est un peu faux. OK. Je pense pas que ça veut dire qu'il faut que tu sois chef de l'entreprise, surtout dans des entreprises un petit peu de notre taille. On est beaucoup de monde, puis ça peut prendre beaucoup de temps. Ouais. Donc, je suis pas nécessairement chef d'entreprise, mais je me considère quand même repreneur parce que je suis dans la direction de racheter les actions de mon entreprise. il y a combien de monde dans l'entreprise, Corbeil? On est 700. OK. Ouais. Pas une petite bise, là. Non, c'est Pas ça. une petite bise. Bon, je vous lis ma dernière description. Moi, je représente l'intrapreneuriat et on définit ça comme une personne qui met à profit ses qualités entrepreneuriales au sein d'une organisation qui ne lui appartient pas. Il est donc à la fois un salarié et un entrepreneur qui développe des projets pour son organisation. Je dirais que cette définition-là est appropriée. Je trouve juste qu'il met trop d'emphase sur le fait que c'est une organisation qui ne t'appartient pas. Parce que si tu es intrapreneur, c'est que tu aimes l'organisation comme si c'était la tienne. Fait que pour moi, il n'y a pas de distinction à ce niveau-là.
peut-être que c'est pas toi le boss, peut-être que t'es pas la personne qui est redevable, mais en termes de passion puis d'engagement, pour moi, c'est le même niveau d'engagement que tu sois intrapreneur ou intrapreneur. Quand même d'accord? Oui. Très Même que des fois, d'accord. tu as comme envie de plus te prouver, Oui. quasiment. là. Oui, mais oui. Mais parce que c'est comme, t'as un boss. Il y a quelqu'un qui va te dire c'est pas bon ce que tu fais ou c'est bon qu'est-ce que tu fais. Mais on a des boss très gentils. Vous l'avez rencontré hier, Pierre Touzel, bonne personne. Pas pire le boy. Je vous garantis, il manque beaucoup d'intrapreneurs. Ça en prend plus. Fait Ça que en prend s'il y plus. c'est vraiment un bon choix, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment. Oui, bien, si je peux faire un Ben peu oui. de pouce là-dessus, là, j'en parle souvent du fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, il y a des années, l'objectif, c'était qu'il fallait créer de la richesse. Là, tu sais, Ouais. il n'y en avait pas beaucoup là, de grandes entreprises au Québec. Il fallait en partir, puis c'était ça l'objectif. Maintenant, on a des belles entreprises au Québec, puis Ouais. tu sais, c'est un patrimoine qui a été construit, puis ça serait dommage de le perdre juste parce qu'on se dit non, moi, je veux que ça soit ma business, que je vais Oui, à partir moi, tout là. de ground. Tu sais, à quelque part, nos ancêtres, ils ont démarré ça pour qu'on puisse le reprendre, puis Ouais. être fier de ce qui a été construit au travers des années. Fait que Vraiment. l'intrapreneuriat, c'est Ouais. définitivement Mais quelque chose sur quoi même moi, je pense chose. qu'il faut... Même chose avec le reprenariat, me semble. Ouais. C'était qui a publié son étude, c'est genre 28 000 entreprises qui sont en attente d'être reprises au Québec. C'est fou, genre. Genre, William, si tu veux en acheter d'autres, pas mal sûr que tu as une grosse liste parmi laquelle choisir. Puis non, c'est vrai. Puis, tu sais, ils Super ont besoin intéressant. d'être actualisés, des fois, ces Ouais. entreprises-là, avec les nouvelles valeurs qui sont Ouais. véhiculées dans notre société. Puis c'est des jeunes entrepreneurs qui ont envie de reprendre ces business-là qui vont pouvoir faire ce travail-là. Ouais. Fait que- Sans plus tarder, je vous invite dans notre thématique pour ce midi, cet avant-midi. Est-ce que vous vous rappelez du jeu Vérité ou Conséquences? Ouais? Est-ce que ça paraît qu'on aime les jeux? Oui. Dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez la tagline, la phrase clé de l'ACE du Québec, mais c'est du concret, du vrai, de l'action. Donc, j'ai repris la tagline ACE. Donc, du concret. Ça va être des questions un petit peu plus sur le rôle en soi. Qu'est-ce que ça fait un entrepreneur? Qu'est-ce que ça mange un solopreneur? Du vrai, ça va être des questions un petit peu plus personnelles. Fait que, par exemple, c'est quoi ton opinion d'un défi professionnel? Puis ensuite, tu vas avoir de l'action, qui sont évidemment des petits défis ludiques à compléter. Fait que nous, on va jouer à un jeu. Je vous invite à être un auditoire hors pair. Hey, moi, je me dis, on prend-tu chacun un seau? Tu veux prendre un saut? Ben, à moins que William il est Je dans peux vous de... distribuer. Tu vas nous les l'action? distribuer? Je vais commencer. Ouais, je Petites commence. conséquences. OK. Tu Conséquences. commences avec un défi? Ben oui. Ben oui. Oh my God, on part fort, les That's chums. it. On part OK. fort. Mime ta réaction lors de ton plus grand succès entrepreneurial. Premièrement, c'est quoi mon plus grand succès entrepreneurial? À base, Ouais. J'en ai probablement vécu des plus gros s'il y a une genre d'échelle des succès entrepreneurial, mais le premier, c'est lui qui reste le plus marquant. Puis ouais. drôlement, c'est l'ACE qui me l'a fait vivre, là, parce que l'ACE, à chaque année, donne des bourses pour les clubs entrepreneurs qui font des projets. Puis moi, j'étais dans un club entrepreneur à mon cégep. Puis j'avais comme proposé qu'on donne une formation sur les finances personnelles aux étudiants de mon cégep. Puis c'est cette formation-là qui avait gagné la bourse de 1 000 $. Puis quand je l'ai su, je m'y en attendais comme pas. Fait que je me suis dit, là, on est obligé de la faire. C'était un peu une idée embryonnaire. Puis l'ACE, quand ils m'ont donné ce 1 000 $-là, je me suis dit, go, faut que je le fasse, j'ai pas le choix. Puis quand je l'ai su, c'était par courriel. Je venais de finir de travailler. Je travaillais dans un magasin de souliers à ce moment-là. Puis j'étais dans l'arrêt de bus, j'attendais mon autobus. Puis là, je suis juste devenue super excitée dans l'arrêt de bus. Puis j'ai tout de suite posté un screenshot du courriel sur Instagram pour dire qu'on l'avait gagné. Fait que je devais juste avoir de tout ça sur mon téléphone. Ouais. Fait que je dirais que Félicitations. c'est- Merci de t'être prêté au jeu. Ouais. William, est-ce que tu poursuis? Yeah! Est-ce que tu as choisi? Est-ce que tu veux de l'action, du vrai ou du concret? De l'action. Oh my God! On va les Laurence, régler tu veux tout pas de suite. mimer ta réaction? Non, non, surtout pas. Surtout bon. pas. Ouais, c'est drôle parce que moi, c'était vraiment tellement différent comme succès. OK. J'avais, dans l'industrie du meuble, c'est peut-être un petit peu moins glamour, mais moi, Ouais. mon premier succès, c'est quand j'ai acheté une collection dans le dos de mes parents. Puis, mettons que j'avais pris quelques risques, puis quand j'ai vu que ça allait fonctionner instantanément, j'étais quand même assez fier, tu sais. Puis, il va y avoir d'autres questions qu'on va pouvoir faire des parallèles, mais moi, c'était vraiment d'avoir fait une décision vraiment dans le dos de mon père, tu sais. Fait que c'était ça. Fait que là, c'est quoi ton défi? Convainc l'ACE en 30 secondes de t'engager. OK. La CE, pour cet exercice-là, c'est l'audience. Pour que tu Tabarouette. saches. Ah. Ben, ils font tous partie du réseau. Ils devraient tous lire tous les offres d'emploi qu'on reçoit.
C'est vous qui devriez choisir les employés, en fait. Moi, ce que je sais, là, c'est que je suis pas l'employé le plus à l'heure. Je suis pas l'employé qui répond à tous les courriels. Mais ce que je suis capable de faire, c'est que je vais m'occuper de vous. Je vais vraiment m'assurer que je vais aller chercher le lunch le midi. Je vais être le premier à organiser le party de Noël. Je veux que le monde m'aime et qu'on ait du fun ensemble. Fait que si je réponds pas au courriel, c'est pas que je veux pas. Je suis juste pas bon avec Mail puis Outlook. À part de ça, je pense que je peux être un bon collègue de travail. Honnêtement, tu as bien fait ça. J'ai juste une question. Dans le fond, à la CE, il y a vraiment un élément, ça passe ou ça casse. Comment est-ce que tu bois ta caféine? J'en bois pas beaucoup. Juste Vraiment? dans l'été. Ouais, Des matés? Des matés. Mais c'est ça, des matés. On aime ça. Passion maté à la CE aussi. Passion maté, café, thé. Pas de café. Pas de café. Désolé. OK. Ah, est-ce que là, ça veut dire que je suis obligée de prendre un défi, moi aussi? Mais toi, ils t'ont déjà engagé. Fait qu'est-ce qu'on veut savoir? Comment ils Non, t'ont engagé? non. Mais, Hey, dis-nous comment ça s'est passé ton entrevue avec la CE. Comment tu as oh my God. En fait, quand je suis rentrée à la CE, j'étais dans un stage dans une entreprise qui s'appelle La Factory. Ils font un programme de formation qui s'appelle Pause, qui est dans le fond une période de 4 mois où 3 jours par semaine, tu as des ateliers en créativité, en leadership, en résolution de problèmes, différentes choses comme ça. Puis à la fin, il y a un stage. Puis le stage commençait 2 semaines après, le 12 mars 2020. Donc, il y a eu une petite période où j'attendais, puis j'ai commencé à écrire un livre et tout. Puis là, La Factory m'a écrit « On a un stage pour toi. C'est à l'ACE du Québec. » J'avais jamais entendu parler de l'ACE du Québec. Et la journée même, j'ai rencontré Pierre. Puis la journée même, j'ai signé mon offre. Comme la première fois que j'ai parlé à Pierre, il m'a parlé de la mission. Il m'a expliqué c'était quoi un club, c'est qui les gens pour qui j'allais créer des expériences. J'avais pas besoin de plus. Toujours un petit point sur le cœur pour la relève. Je pense qu'on a une place extrêmement importante dans la société. Fait que l'idée de faire un petit impact sur vous, c'est ça qui m'a convaincue. Fait que dans l'entrevue, c'est ça que j'ai dit à Pierre. J'ai dit, moi, je veux créer un impact positif. Je veux que les gens qui font les réseaux de la CE aient des souvenirs, créer des souvenirs, cette petite magie-là. C'est ça que je voulais. Fait que c'est vraiment ça. Juste ajouter que j'ai jamais fait d'entrevue de ma vie, donc c'était quand même assez Vraiment? stressant. J'ai jamais fait d'entrevue de ma vie. T'as jamais passé une entrevue de ta vie? Ben moi, ma première entrevue, c'était l'entrevue de la CE. J'avais jamais passé une entrevue avant non plus. Le fun d'être un entrepreneur, c'est qu'on passe pas trop d'entrevues. Fait que ça, c'est quand OK, même notez-vous ça. C'était un point commun, apparemment. Toi, est-ce que tu passes des entrevues avec les clients? Ben c'est un peu comme la première rencontre, tu sais? Je fais énormément de pré-entrevues parce que, dans le fond, Marianne Spire Productions, c'est que je crée du contenu. J'ai une émission où est-ce que je reçois des gens. On parle principalement d'économie, d'argent. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Fait qu'avant de recevoir chaque intervenant, la plupart du temps, je fais une pré-entrevue pour m'assurer que d'un, il soit à l'aise, mais aussi que je vais directement dans ce qui est le plus pertinent. Mais toi, quand est-ce que tu te fais interviewer? Bien, ça m'arrive. Ouais. Oui, ben tu sais, plus entrevue, mettons, médias ou podcast. Ça, c'est super le fun. Surtout les podcasts, tu as le temps d'aller plus loin, en profondeur. Exactement. Mais j'ai passé aussi des entrevues. Moi, j'ai travaillé. Je voulais pas être travailleur autonome. C'était pas mon objectif. C'est la vie qui en a décidé ainsi. J'ai travaillé 2-3 ans en vente de souliers. J'adorais ça pendant mon cégep. Après, moi, je faisais mon DEC en service financier. Fait que je suis rentrée en cabinet pour être adjointe administrative d'un planificateur financier en attendant d'avoir mes permis puis de devenir planif moi également. Puis entre-temps, je faisais du contenu. Je faisais une émission pour une chaîne citoyenne. Je me suis mis à donner des ateliers pour les nouveaux arrivants par rapport au système financier, aux impôts, puis toutes ces choses-là. Fait que tranquillement, pas vite, mes contrats ont pris comme plus de place que mon travail que je faisais à temps partiel dans un cabinet. Puis finalement, j'ai juste dit, ben là, ça fait pas de sens. Je sens que j'apporte beaucoup plus de valeur avec mes projets personnels. Fait que je vais juste faire mon travail que je fais par moi-même. Mais avant ça, je travaillais toujours pour des gens, puis je passais des entrevues avant de travailler pour eux autres. Puis j'adorais passer des entrevues. Moi, je voulais avoir un boss, je voulais avoir un mentor. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, je vais être le mien pendant un bout. Puis, mais je ne suis pas fermée là, à l'idée de travailler pour quelqu'un. C'est juste que j'y vais avec ce qui est le plus logique toujours. Super intéressant. Puis toi, William, est-ce que tu savais toujours que tu allais devenir repreneur? 100%. J'ai jamais Vraiment? hésité une seconde. Ah, c'est cool. Quand j'étais au cégep, j'avais une entreprise que j'avais partie avec des amis juste parce que c'était une entreprise d'événementiel. Donc, je cherchais des alternatives. Exactement. On reste là, à cette description. Donc, mais j'ai toujours su que dès que je finissais à l'université, que j'allais sauter dans l'entreprise encore plus parce que j'étais à temps plein au cégep et à l'université. J'étais vraiment impliqué dans notre entreprise. Fait que j'ai toujours su que je voulais faire ça. Tu es impliqué dans le club aussi? C'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, mais les deux sont des ex-membres de club. C'est encore plus cool. Est-ce qu'il y a des gens de Bois-de-Boulogne ici? Bois-de-Boulogne?
Je suis fondateur de Bodyblog. Donc, c'est bon. Cégep Sainte-Foy? Yes, sir! Wouhou! C'est bon. Membre du réseau de la CEE? Ouais. Merci. OK, à mon tour, tu choisis pour moi du vrai. Juste du vrai. Moi, je dis juste la vérité. Si vous avez joué à Loup-Garou hier, vous le savez, je dis jamais de mensonge. C'est quoi la partie la plus fun d'être intrapreneur ou repreneur ou solopreneur? Je pense que pour moi, la partie la plus le fun d'être intrapreneur, c'est que chaque projet a déjà des contraintes. J'arrive pas avec une page blanche de « ce matin, je dois inventer une entreprise de nulle part ». À chaque fois que je fais quelque chose au sein de la CE, il y a des paramètres. Il y a une limite de temps, une limite de sous, une limite de ressources. Puis pour moi, les meilleurs jeux, c'est ceux qui ont les règles les plus le fun. Ça peut sonner contre-intuitif, mais pour moi, c'est vraiment ça la partie préférée, les paramètres. Ouais. Ouais, je peux y aller. Moi, c'est la gestion du temps, pouvoir faire des siestes quand je veux, vraiment pouvoir choisir les projets aussi qui correspondent à 100% à mes valeurs. Ouais. Tu sais, je ne sais pas encore c'est quoi l'avenir, ce que l'avenir me réserve. Est-ce que je vais continuer à mon compte? Est-ce que je vais agrandir ça puis être plus une entreprise avec des emplois, etc. Mais ce qui me fait peur dans la croissance de mon entreprise depuis être toute seule, c'est de justement devoir faire des concessions des fois sur mes valeurs et sur les projets que j'ai envie d'accepter. Mais je sais que ça, c'est un travail qu'il va vraiment falloir que je fasse. Puis c'est pour ça que je pense pas qu'on l'a vu dans la vidéo, mais on me dit, tu sais, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est, puis je dis, c'est apprendre à se connaître. Puis on n'a vraiment pas le choix parce que ça nous met devant des défis, des dilemmes, où est-ce qu'on est les seuls à pouvoir prendre la décision au bout du compte. T'sais, être intrapreneur, entrepreneur ou solopreneur, c'est ne plus pouvoir mettre la faute sur personne. C'est toi qui décides où est-ce que tu t'en vas. Puis c'est ce que je trouve le plus fun, mais c'est aussi ce que j'ai l'impression des fois qui peut me freiner. C'est pour ça que je dois continuer à faire du développement personnel. Love it. Moi, je vais y aller. Je vais en rajouter un petit peu sur la gestion de risque. Ce qui est le fun quand tu reprends ou tu es intrapreneur, des fois, on vous enseigne d'être gambler, puis on vous enseigne que l'entrepreneuriat, c'est vraiment de prendre des risques. Ça l'aide à développer sa confiance, à prendre des risques à plus petite échelle. Puis ça, c'est vraiment le fun. Surtout des fois, quand on commence puis on est un petit peu plus jeune, on se fait dire qu'il faut prendre des risques, il faut essayer des affaires. Mais ça te donne une petite chance de fois pouvoir se tromper puis que ce ne soit pas fatal ou très grave. Fait que moi, je trouve que ça l'a aidé beaucoup dans la confiance, de pouvoir partager les risques et les décisions avec du monde puis avec du monde en haut de toi. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Puis, c'est vraiment scientifiquement, si tu te mets à prendre des risques puis que tu vois que tu n'en meurs pas ou que ta vie n'est pas comme complètement à terre après ça, bien, tu habitues ton cerveau à en prendre puis c'est comme ça que tu peux en prendre des plus en plus grands là, au fur et à mesure. Fait que oui, c'est définitivement important de prendre des risques. Là. J'adore toutes les définitions d'entreprendre que vous avez offertes. D'ailleurs, tous les intervenants ont répondu à ça. Fait que ce midi, je vous invite fortement à aller poser la question aux intervenants parce qu'ils ont tous leur propre réponse que je trouve absolument fascinante. Est-ce que tu es prête à choisir un autre quelque chose? Oui, on prend lequel saut? Concret. Du concret. Du concret, c'est quoi déjà? C'est une expérience. Du concret, c'est plus sur ta job en soi. Ça veut dire quoi être solopreneur? Moins sur toi en tant qu'humain. Ah, quelle erreur t'as appris la plus belle leçon? Hyper pratique, mais ne pas m'inscrire aux taxes immédiatement quand je fais mon premier contrat, même si c'est genre 1000 $. J'ai tellement attendu. Non, j'ai attendu trop longtemps, puis à un moment donné, ça vient à comme te freiner. T'es comme, j'approche le 30 000, faudrait que je m'inscrive aux taxes. Mais quand tu approches le 30 000, puis que même tu es à un contrat de le dépasser, c'est parce que tu es en croissance, puis c'est pas le moment là de t'inscrire aux taxes, c'est le moment de parler avec tes clients, penser à ton processus créatif, être dans l'action, puis c'est de l'administration, s'inscrire aux taxes. Fait que moi, je dirais, faites-le là. Même si vous avez juste une idée d'entreprise. Là. Moi, éducation financière, tout le temps, partout. Tu sais, en plus, la fille, puis on me l'avait dit souvent, on m'avait dit, m'inscrire aux taxes, mais comme j'ai dit, moi, c'était comme pas mon objectif de partir à mon compte. Là, ça fait 1 an et demi que je suis juste à mon compte environ, puis j'aurais dû le faire dès le départ, là. Même avant que je sois juste à mon compte. C'est pas des jokes. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont des expériences similaires, fait que ça, c'est... Puis si vous pouvez le faire vous-même sur Internet, moi, ça m'a pris peut-être 2 heures. Puis il y avait des questions, même si je connais le langage, même si c'est en comptabilité, whatever, qu'il a fallu que j'appelle
Revenu Québec pour être certaine que je cochais la bonne affaire. Mais vous pouvez le faire vous-même, ça prend environ 2 heures. Vous pouvez demander à un comptable, je pense qu'il va peut-être vous charger 50$. Puis, Dans le fond, c'est lorsque tu as plus que 30 000 de revenus en contrat, c'est ça? tu es obligé de t'inscrire aux taxes quand tu as plus que 30 000, quand tu vends plus que 30 000 de produits ou de services. Tu n'es plus reconnu comme un petit fournisseur. Fait que, tu sais, quand tu es proche du 30 000, là, tu commences à stresser. Ça aurait été bien de s'inscrire le plus tôt. Une belle leçon. Très belle leçon. C'est pas super profond, mais c'est très pratique. C'est full deep, là. Moi, ça va être différent pas mal. C'est vraiment la gestion de la passion puis des émotions, des fois. Puis moi, j'étais très impliqué puis j'étais très émotionnel dans notre entreprise. Puis mes erreurs, c'est vraiment en ressources humaines où est-ce que ma passion, mes émotions étaient un petit peu trop grandes pour la situation. Puis il faut toujours faire attention parce que nos gens qui nous entourent sont tellement importants. C'est la clé de nos entreprises. Puis des fois, la passion peut nous faire déborder dans ce qu'on peut dire ou faire, puis il ne faut pas. C'est vraiment la gestion des émotions, c'est très important. Fait que même si on est passionné, même si on est tellement sur un high, il faut faire attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit, parce que le monde qui nous entoure sont très importants. C'est vraiment le fun, ça. Fait que toi, Pas d'exemple concret sur ce qui s'est passé. Dans ta job, au quotidien, tu es en contact avec combien de gens, mettons? T'sais, dans ton équipe proche, mettons? Dans mon équipe, on est 10 au département des commandes, mais vu que je m'occupe de la marchandisage des produits dans tous les magasins, c'est-à-dire que je dois régulièrement rencontrer les conseillers. Donc, par magasin, il y a une vingtaine de conseillers. Donc, il faut toujours leur parler, leur expliquer tout ce qui se passe au niveau produit, nouvelle collection. Ouais. Donc, je vois beaucoup de monde dans une semaine. Intéressant. Parce que, tu sais, dans une petite entreprise versus une grosse entreprise, la gestion des relations humaines est vraiment différente. Tu sais, une grosse entreprise, tu travailles avec quelqu'un, comme l'employé est dans la même entreprise que toi, puis tu ne l'as jamais rencontré, tu ne connais pas son nom, versus des équipes de 10 où non seulement tu connais le nom de tout le monde, mais tu sais c'est quoi son plus gros stress en ce moment, qu'est-ce qu'elle a fait le week-end passé. Puis c'est comme, où est-ce que tu draw the line? Est-ce que vous vous laissez être humain au travail ou vous mettez un peu un masque? Il faut mettre un petit peu un masque, des fois, surtout quand l'entreprise grossit, parce que tu ne peux plus contrôler tout ce qui se dit ou tout ce qui se passe à ton sujet. Quand tu n'es pas toujours dans le même environnement, des fois, les gens ne savent pas qu'est-ce que tu fais, puis ils vont poser des questions, mais tu n'as pas à expliquer où est-ce que tu es tout le temps, puis c'est pas parce que quelqu'un ne voit pas 7 jours sur 7 que tu n'es pas en train de travailler puis te donner corps et âme. Par contre, les noms, la personnalité, c'est assez important de connaître ça, puis nous, on est 700 et quelques, je ne connais pas tout le monde, mais quand je rencontre quelqu'un, il faut aller les voir, se présenter, puis il ne faut pas assumer que quelqu'un te connaît, même dans ton entreprise à toi. Est-ce qu'ils sont tous connectés avec toi sur LinkedIn, tous les 700? Pas du tout. Non, OK. Mais là, ils devraient get on it. Ils sont en retard sur le bateau, là. Puis comment tu fais pour gérer tes émotions, pour apprendre ça? Ouais. Maintenant, je respire un petit peu plus. Prendre des grandes respirations dans la zone de silence, que vous êtes tous allés visiter, évidemment. Hein? Tout le monde est allé là. Oui, exactement. On a des magasins qui ont des zones de silence aussi. Pas tous les magasins, mais... T'as des magasins qui ont des zones de silence. C'est une invention des IKEA, ça. Vous êtes inspiré des spas. Exactement. Fait que IKEA ont inventé ça. Puis des fois, c'est pas mauvais parce que surtout nos conseillers aux ventes, ils peuvent en vivre des émotions avec les clients. Ah, c'est pas toujours pour le fun, les clients. Plus pour les conseillers, pas entre nous, mais dans la dynamique de l'entreprise. On utilise aussi le terme neurodivergence pour parler de tout type de santé mentale ou juste d'enjeux de fonctionnalité. Puis je pense que les endroits comme ça, c'est parfait pour des gens qui ont un petit peu d'anxiété, qui ont de l'agoraphobie, qui ont toutes sortes de choses. Je pense que c'est... Si tu designes une expérience utilisateur qui ne réfléchit pas à tous les types d'utilisateurs que tu peux avoir, c'est pas une expérience utilisateur, c'est de l'expérience de certains utilisateurs. Tu n'as pas fait ta job. Fait que j'aime de dire un endroit comme IKEA, comme Most, qui va accueillir toutes sortes de gens. On ne prend pas pour acquis que tout le monde va bien puis que tout est correct. On leur donne une espèce de safe space. C'est vraiment beau. Ben, bravo à vous. Est-ce que c'est à moi, là? Non, moi, il faut que je réponde à la plus belle leçon. La plus belle leçon, en fait, c'est lorsque je fais des systèmes, lorsque je fais du site web, lorsque je fais des trucs avec des robots, les robots, ils suivent jamais les instructions. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé un téléphone ou un ordinateur. Ça va jamais bien. Donc, j'ai vraiment rapidement appris que en digital, lorsque tu offres une expérience à quelqu'un, les détails ne vont pas vraiment faire la différence. Les gens ont tellement de contenu, ils se font tellement pousser de choses puis d'expériences. Vraiment, le moment de faire la différence pour moi, c'est quand je vous ai devant vous. Devant moi, en ce moment, je suis capable de créer une expérience avec vous qu'une faute d'orthographe dans mon courriel ne changerait absolument rien. Fait que je pense que l'erreur qui m'a appris la plus belle leçon, c'est mettre plein d'erreurs dans un courriel pour inviter des gens à un événement, mais que les gens se pointent quand même, puis passent un super bel événement, puis que personne dans le sondage de satisfaction parle du fait qu'il y a une erreur dans le courriel. Au final, c'est ça. Les gens, ils vont se rappeler de la meilleure partie, pas nécessairement de la pire. Je dirais que c'est la plus belle leçon à date. Ton tour? T'as-tu décidé?
Hey, si ça vous dérange pas, j'aurais envie de faire du pouce sur la gestion des émotions. Ben là, vas-y! Ça vous tente-tu? Non. Ça vous Ok. tente? Non, ça me tente pas. OK. Cool. Parce qu'on en parle beaucoup, là, mais tu sais, à un moment donné, gérer ses vas-y. émotions, quoi, comment, pourquoi, est-ce que je suis correcte, je comprends que c'est important, mais je suis quelqu'un comme ça. Quand on dit, par exemple, ben, quand j'ai vu que le monde ne parlait pas beaucoup de finances personnelles, puis que moi, ça me stressait, je me suis dit, OK, ben, je veux plus que ça me stresse, je vais partir une émission là-dessus, puis je vais faire une conférence. Fait que quand je me suis dit, OK, la gestion des émotions, ça a l'air important, je me suis vraiment arrêtée sur la question, puis tu sais, la méditation, c'est hyper important. L'écriture aussi, faire du sport, toutes les choses normales. Mais je viens de terminer un livre qui s'appelle « Je suis un chercheur d'art » de Guillaume Dulude. Qui, ici, à main levée, connaît Guillaume Dulude? Je suis en train de le lire, moi. Ben, Il est bon, hein? Je le connais, le livre. Mais ouais. Ah, OK, ouais, ben c'est ça. Puis il parle de la gestion des émotions à un certain OK. moment donné dans son livre. C'est hyper pertinent. Tu sais, en gros, quand on est on a un but en perspective qui rejoint beaucoup nos valeurs, puis qu'on travaille vers ce but-là, on va vivre beaucoup d'émotions positives. Puis quand on vit beaucoup d'émotions négatives, c'est pas à cause du monde entier autour de nous, c'est parce qu'on est en train de poursuivre un but qui est vraiment à l'inverse de nos valeurs puis de ce qui vient nous chercher. Fait que vivre des émotions négatives, c'est pas du tout mauvais, c'est extrêmement bon, c'est un indicateur très puissant de est-ce que je m'en vais dans la bonne direction. Fait que quand je vis des émotions très négatives, ben, de m'arrêter puis de me dire qu'est-ce qui fait que c'est pas en lien avec mes valeurs, qu'est-ce qui me procure autant d'émotions négatives, puis je suis contente même de les vivre parce que ça me permet de me redresser. Sauf que faut prendre le temps puis il faut s'arrêter parce que si on est un peu trop dans l'action puis qu'on vit beaucoup d'émotions négatives, prends une petite gorgée, pardon. C'est permis. On lui donne la permission de prendre une gorgée. Puis quand on vit beaucoup d'émotions négatives, ben, on peut avoir tendance à se dire tabarnouche, ben, je vais juste essayer d'enfouir cette émotion négative-là puis de continuer parce que c'est comme ça que je fonctionne depuis des années ou depuis des mois, puis ça fonctionnait auparavant. Pourquoi là, ça marche plus, tu sais? C'est juste que je suis rendue à un moment où est-ce que je dois gérer plus de stress. C'est à moi de m'adapter, mais tu sais, non, c'est peut-être juste de prendre un chemin différent qui fait peut-être un petit peu plus peur, mais que tu es rendu là dans l'atteinte de ton objectif. Puis, il y a 5 grands traits de personnalité dont Guillaume Dulude parle, puis qui sont très documentés scientifiquement. C'est surtout ces traits-là qui sortent dans toutes les recherches. C'est l'extraversion, l'ouverture, l'agréabilité, le névrotisme, ouais, puis... On a des Hermione Granger dans la salle qui se rappellent du 5e, non? Ouais, agréabilité. J'ai pas le 5e en tête. Probablement que ça va me revenir. Ils sont tous linéaires, hein? C'est comme t'es soit d'un point ou à l'autre, quelque part entre les deux, c'est ça? Bien, on a tout notre kit de base par rapport à ces 5 traits de personnalité-là. On a tous plus un trait de personnalité ou un autre, mais on peut jouer avec ces traits de personnalité-là selon les différentes situations. Puis, quand on vit beaucoup d'émotions négatives, puis qu'on est quelqu'un qui ressent les émotions négatives des autres aussi, ce qui veut dire qu'on est humain, on a tendance à augmenter notre taux d'agréabilité. Fait qu'à sourire, à vouloir que les gens autour de nous soient heureux. Mais ça, augmenter l'agréabilité, ça fait également augmenter l'anxiété. Parce que c'est pas l'agréabilité qui va c'est pas parce que tout à coup tu te mets à sourire puis à rire que le problème va s'en aller. Ce qu'il faut faire, c'est prendre action, avoir du leadership, puis être goal-oriented. Fait que c'est le 5e trait qu'il faut activer, qui est d'être consciencieux. C'est ça le 5e trait que j'avais oublié. Puis quand que tu augmentes ce trait de personnalité-là, au lieu de t'en aller de manière un peu par défaut vers l'agréabilité, parce que c'est ça qu'on fait tous les humains quand on vit de l'anxiété, on tourne vers l'agréabilité, ben de savoir que c'est pas de l'agréabilité qu'il faut chercher, mais c'est du conscientiousness qui est d'être goal-oriented. Puis... Ouais, tu sais, ça demande pas de sourire plus ou autre. Ben automatiquement, ça réduit notre anxiété, puis ça réduit aussi notre sentiment d'impuissance. Puis avoir des émotions négatives, c'est vivre de l'impuissance. Puis ça, c'est le pire cocktail pour un burn-out ou une dépression, whatever. Fait que de vraiment, oui, apprendre à gérer ses émotions, c'est extrêmement bien, mais sachez qu'il y a des outils là, concrets qui existent. Fait que toi, mettons, un outil, c'est ce livre-là. William, toi, aurais-tu un outil de prédilection, un podcast que tu écoutes, un livre que tu as lu? J'ai beaucoup de podcasts, j'ai beaucoup d'applications pour méditer, que ce soit des jeux de respiration, les techniques... L'apnée, comment on appelle ça? L'apnée vide. Connais-tu? Sûrement. L'apnée vide? Ouais.
Est-ce que c'est genre les espèces de spa où genre t'es dans un bain puis tu flottes? Non, Non, mais ça. c'est juste une technique de méditation où, au lieu de Pas tu sais, du tout. inspirer, expirer, inspirer, expirer, ben c'est inspirer puis expirer, mais arrêter de respirer pendant un moment. Oui, Puis c'est cohérence. parce que, ouais. ouais, c'est Ouais. comment ça s'appelle? Cohérence cardiaque. ouais. OK, moi Il y a j'avais des apnée vide. Oui, parce que quand on retient notre souffle, si je prends une inspiration, puis je retiens mon souffle, ça envoie un signal à mon cerveau qu'il y a quelque chose d'anxiogène qui se passe puis qu'il va falloir que je prenne action rapidement. Puis à l'inverse, si j'expire puis que j'arrête de respirer, bien, le cerveau, il se dit que j'ai pas besoin de prendre mes forces, j'ai pas besoin d'agir vite. Fait qu'automatiquement, ces signaux d'anxiété-là disparaissent dans mon cerveau, puis l'anxiété va être réduite aussi. Il n'y a personne de parfait ici, puis c'est important de se connaître, puis de connaître ses signaux. Puis Absolument. des fois, quand on pense qu'à la business, aux amis, au fun, on oublie d'écouter ces signaux-là personnels. Ouais. Puis c'est très, très important de les connaître. Il n'y a aucune honte, aucun élément négatif à se connaître, puis d'apprendre à faire des choses pour mieux se porter. C'est juste du bon d'apprendre Mais ça. on dirait que des fois, c'est plus facile tu sais, quand tu es intime avec toi-même d'avoir ces discussions-là. Mais dans une équipe de travail, des fois, tu n'as pas cette relation-là. Puis à la CE, mettons, on est tous des perfectionnistes, genre full perfectionnistes. Fait que quand quelqu'un commence à avoir un stress ou une anxiété, il n'y avait pas vraiment un safe space pour le véhiculer. Fait que l'année passée, on a implémenté... Tu sais, vous connaissez l'expression les lunettes roses? Je mets mes lunettes roses, puis je vois que tout va bien aller. Nous, on avait besoin de l'opposé. On avait besoin des lunettes bleues. On avait besoin de pouvoir dire... Je sais que ça va vous stresser, mais j'ai besoin de dire que ça va pas bien. Comme on se donnait pas cette permission-là avant de véhiculer notre stress ou peu importe, puis pour vrai, ça a fait toute la différence de se donner le droit de vivre l'émotion pour trouver une solution. Parce que si tu le gardes en dedans, ça va juste te gruger, ça va te gruger, ça va te gruger, puis au final, le problème ne sera pas réglé. Mais c'est super intéressant. Est-ce que vous voulez continuer à parler de gestion des émotions ou est-ce qu'on joue? Moi, je vous laisse décider. On peut continuer, c'était ma grande parenthèse. Non, mais c'était full intéressant. J'adore. Merci. Plaisir. Moi, j'ai une question entre les mains. Oui, t'as une question? Es-tu plus du genre à suivre les règles ou les briser? Selon vous? Bonne réponse. Bonne réponse. Est-ce que tu veux me donner des exemples? Non plus. Bonne réponse aussi. Ben moi, j'ai peut-être un exemple. OK? Tu sais, dans le fond, ce que je fais, ça n'existe comme pas. Là. Oui. Ben, ça n'existe pas, oui, mais tu sais, je faisais mon DEC en services financiers, puis les règles, c'est surtout en finance, c'est vraiment d'avoir des permis avant de parler de finance, parce que tu peux te faire vraiment taper sur les doigts. Mais j'ai juste pas regardé les règles, j'ai pas pensé aux règles. J'étais allée avec mon gros bon sens, puis crème, on est intelligent, là, guys. Peu importe qu'est-ce que vous allez faire, tu sais, prenez pas. Il y a des règles qui existent en société pour mettre un certain cadre, mais probablement que s'il y a un sujet qui vous passionne, si vous le faites avec des bonnes intentions, ça va bien sortir, puis vous ne ferez pas taper sur les doigts. Puis comme de fait, tu sais, ça fait 4 ans que j'ai l'émission Parler d'argent, c'est pas stressant sur les ondes de ma TV. Puis je parle d'argent depuis 4 ans sans avoir de conflit avec l'Autorité des marchés financiers. Au contraire, ils m'adorent. Fait que, tu sais, ne pas regarder les règles. Ouais, les règles font peur, dans le fond, mais pour rien. Tu sais, des fois, les règles, c'est pas juste... c'est comme quand on conduit à 100 et plus, on est coupable. Tu sais, dans mon entreprise, le but que je voulais accomplir, c'est d'avoir le poste que j'ai actuellement. Puis pour ça, des fois, il fallait jouer avec l'autorité. Puis c'était pas... J'avais genre le droit de faire... la commande que tu as pensée dans le dos de tes parents. Exactement. Genre. Tu sais, puis pour moi, pour tout le monde, c'était bien que je prenne des initiatives comme ça, même si ça aurait pu merder, même si c'était pas toujours ce que les gens qui faisaient ces jobs-là voulaient. Ben, j'allais dans le dos du monde, puis je prenais des rendez-vous avec des fournisseurs, puis je vais créer une collection, puis cette affaire-là. Fait que je l'ai fait souvent, ça. C'est intéressant, ça. C'est vraiment poche parce que c'est moi qui ai rédigé les questions, mais j'ai envie d'ajouter un troisième choix de réponse. Je pense qu'au lieu de briser les règles ou de suivre les règles, il faut questionner les règles. Je pense que des fois, on prend pour acquis que le statu quo a été imaginé par des gens profondément intelligents, qui avaient une réflexion vraiment profonde. C'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Puis l'anecdote que je raconte dans tous les ateliers, c'est les rails de train. Si vous avez été à la tournée à CIE, vous avez déjà entendu cette anecdote-là, là, mais les rails de train, partout en Amérique du Nord, mesurent 4 pieds, 8 pouces et demi. Puis ça, là, vous savez pourquoi? Non. Puis les gens qui les construisent, non plus. Mais par contre, les historiens, ils savent que dans le temps qu'on a construit les rails de train, il fallait qu'on amène les rails de train à travers des tunnels, puis avec des chevaux, pour être capable de passer tout ça, puis à une largeur maximale. Les routes ne sont pas infiniment larges. Donc, réellement, la mesure des rails de train et des morceaux de fusée, c'est la même mesure que 2 fesses de chevaux en Grèce antique, genre.
Puis on est encore soumis à ces mêmes règles, ces mêmes contraintes-là, parce que personne ne les questionne. Fait que je pense que c'est ça. Plus important que de les briser, un peu comme tu l'as fait, de tester. Juste mets un pied puis voir, est-ce que le monde continue de tourner si cette règle-là n'existe plus? Fait qu'avant de tout casser, puis ça, c'est le doyen de la faculté de droit de l'Université de Montréal qui est venu faire un atelier puis qui m'a dit ça. Que c'est pas vraiment important de briser ou de suivre les règles, le plus important, c'est de les remettre en question. Fort, hein? C'est à qui? Fort. C'est à moi? Moi, je dirais concret. Du concret. Hey, j'ai froid. Avez-vous froid, vous autres, dans la salle? Ouh! OK. Vous pouvez bouger un peu. Est-ce que vous voulez faire des là, moi, jumping jacks? J'en ai pris 2. Tiens. Ouais. C'est la prochaine question. Let's go. OK. Ah ben là, la question, c'est justement, c'est quoi ton histoire à CE? Puis Pierre vous en a parlé un petit peu hier. Quand moi, je suis rentrée, j'avais été engagée pour travailler sur un projet qui était la tournée à CE. S'il y en a qui étaient là en présence ou en virtuel. Puis j'étais censée rester à la CE pendant 3 mois. Puis là, Pierre, il a eu une petite idée de fou. Il a dit, j'ai un projet là, qui est sur le back burner depuis super longtemps parce que j'ai pas de gestionnaire, j'ai pas quelqu'un qui peut prendre le lead là-dessus. Fait qu'il m'a offert de rester encore une fois pour juste un projet. Fait que là, ça m'a étendu d'une 3 mois. Fait que là, je suis restée après pour un autre projet. Puis là, finalement, j'étais comme, ben là, moi, je veux travailler sur tous les projets. Fait que j'ai refait le site web. On a changé les communications automatisées. Comme, ils m'ont vraiment ouvert la porte petit peu par petit peu. Comme, j'étais pas prête à m'investir à 100% au début parce que j'avais beaucoup mon ancienne entreprise. Mais tu peux pas tomber en amour avec le réseau de la CE, vraiment à cause de l'équipe, mais surtout à cause de vous, le réseau, de vos réalisations, voir ce que vous faites. Ouais, c'était ça. C'était love at not first sight, mais presque. Je veux juste dire, Laurence, que on t'a vraiment bien choisi sur le panel comme intrapreneur parce que ça paraît à quel point tu l'aimes, l'entreprise. Oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis c'est justement le projet dont je vous parle. Vous êtes les premières personnes qui vont publiquement en entendre parler, mais c'est un projet pilote. On est à la 2e cohorte qui va commencer cet hiver pour faire des ateliers de sensibilisation au secondaire. Fait que dans le fond, on va dans des villes où il y a déjà des clubs au cégep, on va dans des écoles secondaires, puis on fait un atelier de sensibilisation au réseau de la CE, puis on les met en contact avec des clubs déjà présents. Fait que des gens en secondaire 5, il vient aux portes ouvertes, il va venir à votre kiosque puis dire « Bonjour, j'ai fait le labo, je veux joindre le club, quand est-ce que je peux joindre le club? » C'est ça l'objectif du projet pilote, c'est de créer une pérennité puis une relève pour nos clubs avant même qu'ils rentrent au cégep. Fait que c'est sûr qu'avec un projet de même, je pouvais pas vraiment dire non. Veux-tu aller enseigner à des jeunes de secondaire 5 comment c'est cool là? C'est OK, sure. Ouais. Je vais être un hot dog si tu veux. C'est comme les hot dogs, là, les personnes dans la rue là, qui sont genre, viens chercher mon Quiznos. Genre, ça, c'était moi. Je voulais faire ça pour la CE. Tu sais. Ouais. C'est à qui? Hey, c'était quoi la question, déjà? Ah, la question, c'est quoi ton histoire à CE? Ben, vous en avez parlé un petit peu, mais parlez-nous en plus. Toi, tu étais membre de Sainte-Foy, puis toi, tu as fondé Bois de Boulogne. Oui. OK. On était 2, je pense, puis on avait entendu parler du colloque. C'est puis... encore 2. Bah, c'est ça, c'est toujours un petit club, Bois de Boulogne, qu'est-ce que tu veux. Mettez de Petit mais fort, là. C'est ça, s'il vous plaît, exactement. Ce qui était le fun, c'est que, en tout cas, je pense qu'il n'y a plus de cas, hein? Plus de... Ben, c'est à l'hiver. Ah, c'était à l'hiver? Ouais. Ben, moi, je venais juste pour le cas. Fait que je voulais vraiment gagner le cas. OK. Jamais gagné, mais je regrette, je serais venu faire le cas cette fin de semaine. Ouais. Non, on a décidé de laisser les gens dormir un petit peu plus, même si au final, ils ont joué jusqu'à minuit, fait qu'ils sont fatigués quand même. Je trouve que vous avez bonne mine parce que je me souviens que dans mon temps, il me semble que j'étais fatigué. C'est la première chose qu'il m'a dit quand il est arrivé ce matin, que vous aviez pas l'air poqué. Bravo à vous. Ouais, demain, c'est ça va être notre histoire. OK, cool. Mais continuez. Ouais. Restez focus sur la mission. C'est une bonne chose. Fait que, non, moi, j'avais joint Bois de Boulogne. J'ai aimé ça. Je suis venu 3 fois. Je suis venu même à l'université une fois quand j'étais à l'Université de Montréal. Puis mes souvenirs sont flous parce que c'était le cas et un peu poqué. Mais à part de ça, c'était le fun. J'ai adoré tous mes moments ici. Toi? Mon histoire avec la CE. OK, j'étais au cégep, première session. Dans ma classe, c'était mon cours d'assurance vie, je pense. Puis là, ouais, il y a C'est un cours que c'est juste là-dessus? Oui, un deck en... Tu du monde en service financier au Cégep Sainte-Foy? Non? Service financier Cégep Sainte-Foy? That's it. Non, il est vraiment bien fait, le deck. Je pense qu'il y a eu des cours qui ont changé depuis que je suis partie, mais c'est vraiment un deck très pratique. Puis, il y a une petite madame qui arrive dans la classe pour nous parler du club entrepreneur du Cégep Sainte-Foy. Puis là, on en parle pendant comme 15 minutes, puis à la fin, elle dit « Fait qui serait intéressé à participer? » Je me dis « Tout le monde va lever sa main. » Je suis là, pouf, seule dans la classe, à être
mais j'étais genre, mais c'est hyper logique, service financier, finance. Mais finalement, ça n'a pas tant de lien. Il y en a un, mais j'étais vraiment la seule à le voir. Fait que c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à m'intéresser à l'entrepreneuriat, puis que j'ai appris qu'on faisait partie d'une grande organisation qui s'appelait l'ACE, quand on faisait partie du club entrepreneur de mon cégep. Fait que c'est là que j'ai entendu parler de l'ACE pour la première fois. Puis après, j'ai eu plein d'anecdotes avec l'ACE, comme Juste le 1000 name drop une couple des activités que tu as faites avec la CE, mettons. Parce que je sais que tu en as quand même fait J'ai fait le concours de cas avec Créatival. J'ai fait concours de pitch aussi. Puis je racontais ça à William tantôt. Premier concours de pitch que j'ai fait, je pitchais l'idée des conférences dans les cégeps sur les finances personnelles. Puis le juge, c'était un directeur de compte pour Banque nationale. Puis il me dit, j'ai pas gagné, by the way, il me dit, c'est un super beau projet, mais je vois pas comment tu vas faire de l'argent avec ça. Il dit, je pense pas que c'est vraiment un modèle d'affaires. Puis funny story, aujourd'hui, c'est un de mes plus gros clients en Banque nationale. C'est avec eux que je donne le plus d'ateliers pour les nouveaux arrivants. Puis c'est eux qui ont une plus grande offre de services pour les nouveaux arrivants. Puis j'adore travailler avec eux autres. Mais c'est quand même eux à la base qui m'ont dit, je vois pas comment tu vas faire de l'argent avec ça. Puis que crime, ils m'en fournissent pas mal. Là. Fait que c'est ne pas tout prendre pour du cash, mais ça a été... Merci à Banque nationale, présentateur du colloque 2022 de la CE. Ah, ils vont aimer ça. Ils vont aimer ça. Ouais. Est-ce qu'on a tous répondu à la question? J'ai trop de fun, j'oublie, là. Ouais. C'est à qui de piger, mettons? C'est à moi. J'ai déjà pigé. OK. Est-ce possible de maintenir une balance de vie travail-perso lorsqu'on est repreneur, solopreneur, intrapreneur? C'est ça. La question, tu sais, il y a ce cliché que les entrepreneurs, c'est le hustle, c'est le grind. On n'arrête jamais de travailler. On travaille 23 heures par jour. Fait qu'on s'était dit, est-ce qu'il y a une différence lorsque tu es à ton compte ou repreneur ou intrapreneur? Mais c'est ça. Je fais des siestes. Il faut faire des siestes, c'est important. Bien, j'ai envie de vous parler de ma mère. Ma mère est travailleuse autonome aussi. Toute sa vie, elle a été travailleuse autonome. Puis quand j'étais plus petite, quand mes parents se sont séparés, j'avais environ 6 ans. Puis j'ai déménagé en appartement avec ma mère et avec mon père, mais ma mère travaillait de chez eux. Fait que j'ai vu ma mère, quand j'étais jeune, travailler dans son bureau. Ah, yes, la Clément vient de finir! Travailler dans son bureau, puis je me disais, mais comment elle fait? On est dans un petit appartement, elle travaille là à la journée longue. Je ne voyais pas comment elle trouvait la motivation pour le faire. Mais définitivement, pour avoir été l'enfant, je vois qu'elle maintenait une bonne balance travail, vie personnelle. Elle avait d'autres défis aussi dans sa vie, comme on en a tous. Mais si elle a réussi à le faire en divorce, en appartement avec 2 filles, je dirais que oui, c'est tout à fait possible en tant que travailleur autonome. Même que je dirais que c'est quasiment plus facile parce que tu as plus ta vie devant toi comparativement quand tu travailles pour une entreprise, puis que ça peut être très tentant de juste t'abandonner dans le travail puis de dire oui à tout ce qu'ils te demandent de faire pour oublier certaines autres choses qui devraient prendre plus de place dans ta vie au quotidien. Fait que oui, c'est possible. Puis c'est difficile, la vie, travail, la conciliation travail, vie personnelle, peu importe, je pense que tu sois employé. Exactement. Fait que oui, mais c'est un défi. Toi, Will? Moi, je pense que la nuance, c'est les comparaisons. Les comparaisons, ça sert strictement à rien. Moi, j'ai grandi dans une famille qui est super entrepreneuriale. Ma grand-mère est dans l'entreprise. Mon père, tout le monde travaille comme des malades. À Noël, on parle de ça. Je pense pas qu'aux yeux de tout le monde, on est comme balancé. Mais je voyage 25 semaines environ par année pour le travail. J'ai une copine, j'ai un chien, j'ai beaucoup d'amis. Fait que je pense qu'il faut arrêter de faire des comparaisons parce que moi, je regrette rien. Je vis ma vie comme je la vis, je l'aime, puis je veux pas changer ça. Puis quand on est authentique, on devient contagieux, puis les gens qui suivent votre vie, ils aiment cette balance-là. Fait que moi, je pense que si j'arrêtais de voyager, ma blonde changerait. Comme, t'es pas le même, tu sais. Fait que c'est difficile. Elle serait tannée de te voir. Quand est-ce qu'elle jouerait à ses jeux sûrement vidéo? Ça aussi. Quand est-ce qu'elle, tu sais? Sûrement ça aussi, mais je pense que la pression souvent qu'on se met, c'est si je voyage trop, ou si je fais ça, il y a beaucoup de comparaisons. Puis dès qu'on les élimine, on peut juste être vrai. Il faut faire ce qu'on aime. Fait qu'il faut arrêter de penser que les autres vont juger ce qu'on fait. Peu importe quand on est authentique, on est contagieux. C'est fort, ça. C'est beau, ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. Puis, qui va se le tatouer sur le cœur ce soir? Tout le monde. William! Puis ça me fait penser, tu dis, il n'y a pas de balance. Là, je suis 100% d'accord.
au colloque de la CE il y a quelques années, une des panélistes, quelqu'un qui faisait une conférence, c'était Geneviève Deshôtels. Je ne sais pas si quelqu'un la connaît ici, Geneviève Deshôtels, en main Qui est levée. rendue directrice générale d'Éducalcool. Ah, sérieux? En tout cas, c'est vraiment une femme inspirante. Puis elle avait dit, la balance, moi, je pense pas qu'elle existe, c'est l'harmonie que j'ai réussi à trouver parce qu'elle a dit la balance, oubliez ça, là, c'est pas vrai. Ouais. C'est intéressant. On dirait que je suis la pire personne pour répondre à cette question parce que tout le monde dirait que je suis clairement un workaholic. Genre, je suis pas quelqu'un qui a une belle balance vie-travail, mais je pense que c'est pour ça que je voulais tant qu'on garde cette question-là. On dirait que pour moi, il n'y a pas une ligne entre c'est quoi qui est du travail et c'est quoi qui n'est pas du travail. Il y a des gens qui sont comme, OK, ben si c'est pas pour moi puis mon bien-être, c'est du travail, fait que c'est pas le fun, fait que ça prend un gros coup sur moi. Mais comme tu dis, moi aussi, j'aime ça de parler de ma job au souper, au dîner, en plein milieu de la nuit, si quelqu'un est debout sur Discord, genre, comme, j'aime ça le faire. Fait que, tu sais, c'est sûr que les pires tâches, les tâches qui sont difficiles, les tâches qui sont comme moins plaisantes, elles pèsent. Puis je pense que j'ai une bonne balance sur ça. Mais en termes d'avoir du plaisir puis m'inventer des tâches juste parce que je pense que ça va vous donner une meilleure expérience, guilty as charged. Je pense qu'on ne reste plus dans le 5 à 7, le 8 à 9 ou le 8 à 4 ou peu importe lorsqu'on est passionné. Je pense que c'est plus l'heure qui compte, c'est plus le résultat. Est-ce que je sens que j'ai fini? Puis après ça, je peux aller faire d'autres choses, tu sais. Ouais. Pas capable d'arrêter quelque chose en plein milieu. Ouais. Vraiment. Tu continues? Action? Action? Oh, j'ai peur. Qu'est-ce que tu vas avoir? Pitch-nous un produit, service fictif que ton entreprise pourrait offrir un jour. Ouh, on se rappelle, Must, entreprise de meubles. Je pense que Moss pourrait offrir un jour un service de home stager instantané. C'est-à-dire que vous êtes à Noël, c'est le bordel chez vous, vous ne savez pas trop comment décorer ça pour impressionner vos proches. Je vous envoie un camion avec plein d'accessoires, quelqu'un qui est bon pour vous stager ça, puis on vous décore ça instantanément. Je veux, pour le prochain colloque. On fait le ménage aussi. C'est pas si pire, là. C'est pas super. Non, mais c'est une super bonne idée. Est-ce que c'est quelque chose que ça vient de quelque part ou ça sort de nulle part? Zéro, puis j'aimerais vraiment étudier l'idée, mais ça me semble ambitieux. Okay. Est-ce que quelqu'un veut partir une pétition sur Internet, s'il vous plaît? Immédiatement. Intéressant. Est-ce que Marianne, tu as envie de rebondir? Oui, un produit que mon entreprise pourrait éventuellement offrir. Oui. Je suis plus dans une entreprise de service, fait que j'ai toujours je m'inquiète de plus en plus de la place que la technologie prend dans nos vies. C'est devenu extrêmement facile de se filmer. Tout le monde me dit, Marianne, pourquoi est-ce que tu fais de la télé ou pourquoi est-ce que tu es dans des productions ou est-ce que c'est pas juste toi puis ton téléphone? Pourquoi tu fais pas juste des vidéos sur YouTube? Puis la réalité, c'est qu'on critique beaucoup les médias pour être biaisés, pour manquer d'authenticité puis de transparence, mais est-ce que vous pensez que c'est plus transparent quelqu'un qui se filme tout seul devant son téléphone avec juste sa manière de penser ou une équipe de 10 qui travaille sur un sujet en particulier? Fait que je dirais qu'à l'ère de la technologie, où est-ce que les entreprises ont besoin de faire des vidéos pour présenter leur offre de service ou leur offre de produits, Marianne Spear Productions pourrait offrir un service de pré-production qui est le fait de monter ton message, mais avec des opinions de gens qui sont en communication puis dans les médias qui vont arriver à sortir ce qui est le plus authentique de ce que tu veux dire puis de tasser ce qui est moins ou ce qui est moins utile pour l'intérêt public, l'intérêt général. Faut intéressant. Est-ce que tu vas travailler là-dessus de ce pas après le colloque? Ouais. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà fait l'ascenseur payant? Non, ça vous dit rien? C'est un pitch de 1 minute dans un ascenseur. Tu as le temps que l'ascenseur monte et qu'il descende pour faire ton pitch. Mais ça, c'est vraiment 2015. Ouais, en 2020-30, l'ACE va faire le fusée pitch. Vous aurez 75 minutes, le temps que la fusée entre en orbite et puis redescende sur Terre pour faire votre pitch. Par exemple, ça va prendre 2 ans de préparation parce que vous devez faire, évidemment, l'entraînement d'astronaute pour survivre les situations. Donc, on a besoin de quelqu'un qui pitch bien, qui est très athlétique, qui est un génie et qui a 2 ans de sa vie. Mais à part ça, je vous invite tous à déposer votre candidature pour le fusée pitch 2030. Le prix, c'est 1 million. 1 million, oui. Ben oui, c'est Banque nationale qui va le donner. Exactement. Ben oui. Génial. Action. OK. Il en reste une, je pense. Okay. Ah, 2. C'est en plus ceux qui restent. Let's go. Shit. Parfait, t'as pris la bonne question. Je l'ai. OK. Mise en contexte, je n'ai pas publié sur les réseaux sociaux depuis 2018. Et mon défi, c'est de faire une story de moi au colloque. Vous dire que je suis malaisée, c'est... en fait, ça ne décrit pas.
Bonjour à tous. Est-ce que tu es prêt? On part. Allô, bonjour. Nous sommes au colloque 22 de l'ACE. C'est ma première fois que je suis sur l'Internet depuis genre, je sais pas, 4 ans. Et je suis là avec des amis. Dites bonjour, les amis. Hello! Salut! Hey, merci full. C'était vraiment gênant. Et elle dit c'est vraiment gênant, genre devant 160 personnes. Non, mais OK. mes collègues, ils comprennent pas. Genre, je suis pas... J'aime pas ça. Genre, j'ai de la misère à parler avec quelqu'un, mais j'ai aucun problème à parler à quelqu'un. Tu sais, comme si j'ai pas besoin d'avoir une réponse puis pas d'écouter, mais parler puis écouter en même temps, c'est vraiment tough. C'est pas mon skill. Ouais. Tu devrais lire le livre de Guillaume Dulin. Ouais? Oui. Mais il y a l'attention consciente, l'attention OK. divisée, l'attention non consciente, puis on est beaucoup dans l'attention divisée, ce qui fait qu'on a de la misère À faire les deux. oui, exactement. Ouais. Parce qu'en effet, tu fais pas écouter quelqu'un puis parler en même temps ou penser ça. en même temps. Il faut faire un des deux, tu sais. Mais c'est surtout, ça a été, justement, ça, c'est quelque chose qu'on a fait dans ma formation, là, c'est apprendre à écouter, pas pour répondre. Genre, ton cerveau est programmé que si quelqu'un dit de quoi, tu vas pas rien dire, tu vas essayer de rajouter quelque chose. Ouais. Des fois, c'est vraiment nice de laisser le silence parce que les gens, justement, qui sont plus introvertis, c'est là qu'ils vont sortir. C'est les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Moi, je veux une vague, mais une vague de la mort. Fait qu'on va faire ça, mais c'est mieux d'être une OK, bonne vague. vous êtes là. prêts? Est-ce que ça part de où? Ça finit où? Ça part de là? OK. Hey, je veux de l'intensité, guys. OK? À 3, la faites vague. ce que vous voulez, mais je veux du bruit, là. OK? À vous 3, êtes prêts? 2, 1. OK, ça allait plus vite que moi, ça. OK, let's go. That's it. OK, je pensais... That's it. Fais-le aussi, Marianne, rendu là. Mais je pensais pas qu'il fallait tout qu'on fasse une affaire. C'était pas prévu, c'était pas au planning. OK, ben on va faire une vague, mais partir de là. Oh, on va faire différent. On va faire différent, d'accord. Est-ce que t'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Wouh! Ah, merci d'avoir Et puis là, il faut qu'on mette nos stories back-à-back, comme ça va faire... Ouh! Est-ce qu'on arrête de créer William et Marianne Production? C'est ça qui se passe en ce moment? William et C'est le Marianne nouveau- Production. Et voilà. Juste Marianne, juste Marianne. Juste Marianne. Ouais. William est comme non, I'm out. Non, il veut pas pantoute. I'm out. Moi, je vais fournir les fauteuils. Toi, tu vas parler. La seule production que je fais, c'est des stories de meubles. Là. Fait que, Ouais. Mais ils sont beaux, les meubles, fait que ça fait des belles stories. Est-ce que vous êtes prêts à continuer avec une autre question? Je sais pas. Garde-toi. C'est à moi. C'est à toi. Ben. Du vrai. Comment est-ce qu'on devient repreneur, solopreneur, intrapreneur? Ah, c'est intéressant, ça. Je commence. Oui, vas-y. Ben, vous avez su mon histoire un peu. Mon objectif, ce n'était pas de devenir solopreneur, mais je pense qu'on devient solopreneur en L'encens. silence. Non. On devient solopreneur. Seigneur. Parce que j'étais encore en train de me demander des fois comment je me suis rendue là. Mais Contre ton gré, comme tu nous disais. Mais Tu tu voulais sais, pas. j'étais juste contente que ça l'arrive, mais c'était pas mon objectif à la base. Mais on devient solopreneur en lâchant prise. J'ai dû lâcher prise sur le fait que je voulais travailler en cabinet, je voulais un mentor, je voulais devenir planificatrice financière hyper rapidement. Puis à un moment donné, il a fallu que je lâche prise et que je me dise, Marianne, tu apportes pas de la valeur comme tu pensais que tu allais le faire, mais tu le fais quand même d'une autre façon. Puis il faut que tu lâches prise sur l'idée que tu t'étais faite de la manière que tu allais y arriver, puis que tu continues à faire ce qui fonctionne pour toi en ce moment, puis ce qui fonctionne pour les gens que tu as envie d'aider, puis de travailler avec. Fait qu'on devient solopreneur définitivement à lâcher prise. Intéressant. Full philosophie. J'adore. Moi, c'était une perception que j'avais. Donc, c'est quand j'ai arrêté d'avoir le FOMO d'être un entrepreneur. Je voulais me prouver à mes parents, je voulais me prouver à tout le monde qui était dans mon entourage. Fait que, quand j'ai juste lâché prise que le titre, peu importe comment j'allais m'appeler, c'était pas important. Puis que ce que j'allais réaliser dans notre entreprise, c'était l'entrepreneuriat. C'était, comme je vous dis, là, on a une définition qui m'était donnée. Mais pour moi, c'était juste de concrétiser des choix, des actions, du mouvement. Puis j'ai arrêté de me comparer. Ben, j'ai commencé à arrêter de penser que ma place n'était pas dans notre entreprise. Puis je suis resté, puis j'adore ça, puis je veux rester toute ma vie. Vraiment? Ben oui, 100%. C'est trop beau. Comment on devient intrapreneur? C'est presque, j'ai le goût de dire, c'est même pas sur vous.
Parce que la partie la plus importante d'un entrepreneur, c'est l'organisation qui l'accueille puis qui lui donne la place pour le devenir. Fait que j'ai le goût de dire, pour devenir entrepreneur, ça te prend bien des affaires. Il faut que tu sois beau, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois généreux. Beau, c'est une joke, by the way. Il faut que tu sois généreux, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois créatif, il faut que tu aies beaucoup de leadership et de sens de l'initiative, que tu n'attendes pas qu'on te donne la permission avant de faire quelque chose. Mais je pense que pour devenir entrepreneur, le plus important, c'est de magasiner et d'apprendre à connaître les entreprises, les organisations avant de t'investir. Non seulement que la culture d'entreprise va être perméable à ton type d'entrepreneuriat, au type de projet que tu veux révéler, mais aussi est-ce qu'eux, ils ont envie que tu sois là, puis est-ce qu'ils vont te faire confiance avec ça? C'est comme un donnant-donnant, que les deux, on se choisisse. Je pense que c'est ça que ça prend pour devenir entrepreneur. Puis des fois, le coup de cœur, c'est pas toujours, comme on dit, le produit ou le service, ce que la compagnie fait. Nous, on rencontre tellement de gens qui ont des business qui n'ont aucun sens. Puis des fois, c'est comme... Les gens sont très importants. Tu sais, dans nos magasins de meubles, on va enseigner à nos conseillers que les gens n'achètent pas nos magasins, ils achètent les gens qui sont dans nos magasins. Fait qu'il faut aussi des fois avoir cette réflexion-là qu'on peut acheter des gens avec qui on va travailler bien plus que la compagnie, qu'est-ce qu'ils font en end result. Fait que, d'après moi, c'est ça aussi. Des fois, très ouvert d'esprit pour le choix de l'entreprise qu'on voudrait intraprendre. Intraprenez. Je veux des suggestions de verbes d'action pour intraprendre. Non, c'est pas vrai. Mais on en parle au dîner. Ça me fait penser quand on parlait d'entrevue et tout, là. Tu sais, c'est comme quand tu te fais porter en entrevue, il y a vraiment pas beaucoup de gens qui posent une autre question que genre est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire pour vous rassurer que ma candidature est la bonne? Ça, c'est la question que LinkedIn te dit de poser à la personne qui s'entrevue. Mais il y a tellement d'autres questions importantes que c'est comme si on ne se donne pas la permission de poser la question. Comme, est-ce que je peux rencontrer mes collègues avant d'accepter l'offre? Est-ce que je peux aller au bureau? Est-ce que, tu sais, comme on dirait qu'on attend qu'on nous donne la permission de le faire, alors que, en fait, j'ai l'impression que la majorité des gens tombent dans deux créneaux. Les gens qui ont tendance à vouloir deviner, ils ne veulent pas demander. Ils vont seulement demander s'ils sont sûrs que la réponse va être oui. Puis il y a des gens qui font juste poser la question, puis attendre de voir la réponse, puis réagir en conséquence. Je suis définitivement plus une personne qui stresse, puis qui est comme « Oh non, mais je vais pas demander, là. Imagine s'il dit non, ça va être tellement gênant. » Mais le pire qui arrive, c'est qu'ils disent non, puis que c'est pas l'entreprise pour toi, ou que c'est pas le projet pour toi, puis que tu continues à magasiner. Fait que tant que t'es pas arrêté sur une deadline, puis c'est sûr que c'est une question de privilège d'avoir le temps de faire ça, mais ouais, magasiner. Soyez difficile. Ayez des hauts standards, je pense. Important. Qui a envie d'y aller? Il en reste, nice. Oui, il en reste. Je pensais que c'était le dernier. Je pense que ça va être une petite dernière, là. Notre dernière, c'est... À quoi ressemble le premier mois de travail d'un repreneur? Oui. My God, ça fait tellement longtemps que j'ai commencé le chemin que pour moi, c'était à l'entrepôt. OK. Je déballais des meubles, je pense, puis il faisait chaud en tabarouette. Fait que, ton premier mois, c'est juste ça que tu as fait, genre? 100%. J'ai travaillé à l'entrepôt 2 ans, donc c'est quand même le premier pas vers le chemin d'un repreneur, pour moi. Donc, j'ai passé à travers toutes les étapes de l'entreprise. Fait que je pensais peut-être même pas que j'étais dans le premier pas de reprendre. Comme dans ce moment-là, tu le savais pas. Je le savais pas. Évidemment, j'avais une petite arrière-pensée, mais ça peut commencer vraiment au bas de l'échelle. Fait qu'il faut pas trop se poser de questions. Ouais. Cool. Toi, Marianne? Premier mois, travailleur autonome, solopreneur, faire des états financiers, préparer tes états financiers, préparer aussi comme une liste des clients que tu aimerais avoir, les appeler, travailler sur ton offre de service dans les premiers mois. C'est vraiment ce qui est le plus important selon moi. Toi, tu as approché des premiers clients? Non, c'est que mes premiers clients m'ont approché. Okay. Je travaillais encore en cabinet, même je travaillais encore en cabinet. Puis tu sais, je savais pas, même pas que c'est quelque chose que je pouvais... Je pensais pas que je pouvais aider les gens à créer du contenu. Je pensais pas que ça existait. Puis je me suis rendu compte que ça existait. Je me trouvais bonne là-dedans. Puis en plus, ça pouvait me payer. Fait que j'avais comme ma liste de clients avec qui je travaillais déjà, puis de me faire une autre liste de clients avec qui j'aimerais travailler éventuellement. Parce que comment moi ça va depuis que je suis à mon compte, c'est qu'il y a des périodes où est-ce que ça va, c'est hyper, il y a des semaines de fou, puis il y a des semaines hyper down, puis si tu veux pas vivre trop de up and down, tes semaines où est-ce que tu as moins de choses de prévues, faut que tu aies comme une liste de gens que tu souhaites appeler ou des produits, services sur lesquels tu sais que tu aimerais travailler, puis tu travailles là-dessus, juste pour garder un genre d'équilibre là, sur l'achalandage. Tu as fait ça tout en 1 mois? Oui. Travaille fort. On a du temps quand on compte. Au début, oui. Parce un peu de sieste par-ci. Mais au début, tu as du temps. Tu sais, c'est ça, j'avais comme eux que j'étais capable d'avoir en même temps
d'être en cabinet, en même temps même d'être aux études. Fait que c'était vraiment du temps partiel. Fait que j'avais comme plus de temps de libre là, le premier mois. Puis c'est vraiment là qu'il faut que tu travailles sur ton offre de service. Mais le premier mois, le premier mois, c'est le premier mois. Là. Il en reste tellement devant vous. Ouais, Peu importe ce qu'on vous fait faire, là, c'est pas grave. Ouais. Acceptez, puis faites-le. Vraiment, je suis tellement d'accord. Vraiment Ma pas réponse, c'est le premier mois, j'ai passé tout mon temps à expliquer à mes collègues et à mon boss c'est quoi que je fais, c'est quoi dans le fond, à la CE, je suis responsable de l'expérience, mais mettons, sur LinkedIn, je me décris comme une designer d'expérience, puis beaucoup de gens associent ça à UX, fait que monter des sites web, des applications, etc. Mais moi, je veux faire du UX dans la vraie vie. L'expérience humaine dans la vraie vie. Ça m'a pris 1 mois pour que tout le monde dans l'équipe comprenne, OK, tu fais pas juste organiser des jeux, tu fais des jeux, mais qui sont business. OK, tu fais des sondages après tes jeux. Puis là, ça a comme vraiment pris du temps pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Littéralement, mon premier mois, c'était juste expliquer qu'est-ce que je peux apporter à la CE, puis comme continuer de me vendre. Et donc, finir par me faire offrir d'autres projets. Genre. C'est cool. C'est vraiment le fun. Puis je veux juste continuer quand j'ai dit faire des états financiers, travailler sur ton offre de service. C'est parce que dans le premier mois, si tu étales pas déjà un peu des prix que tu veux, parce que c'est ça, des prix que tu veux, les prix que valent qu'est-ce que tu fais, tu vas soit démarrer avec un prix vraiment trop bas ou un prix vraiment trop haut. La plupart du temps, en tant que travailleur autonome, tu commences avec un prix vraiment trop bas parce que je veux dire, tu veux que la business roule, tu veux juste commencer à te faire connaître, puis il faut, il faut. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, puis tu peux pas juste augmenter tes prix de manière complètement débile quand tes clients sont déjà là. À moins que vous ayez parti de business durant la COVID. Quoi? Durant la COVID, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais là, c'est fini. Oui, c'est fini. Les gens sont redevenus critiques un petit peu. Ouais, ça fait que moi, ça l'a comme aidé le fait que je faisais des contrats à mon compte des années avant. Je vous ai dit, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte toute seule, mais ça fait comme 4 ans que je fais du pigisme, là, dans le fond. Là. Puis ça a vraiment aidé que je fasse ça avant parce que je dépendais tellement pas de ça financièrement que j'étais game de me dire à moi-même c'est quoi que ça valait pour de vrai. T'sais. Puis de me dire si jamais tu le veux pas, ben tout bad, je m'en vais faire mon offre à 5. Autre chose à faire. Ouais. J'espère que vous allez voir les 3 types d'entrepreneuriat dont on a parlé aujourd'hui, non seulement comme des options qui s'offrent à vous, mais peut-être la meilleure option pour vous, puis peut-être même une option que vous n'aviez pas considérée. Le contenu de cet épisode a été capté lors du Colloque 2022, le plus grand happening en entrepreneuriat étudiant au Québec. Pour voir tous les épisodes, rends-toi au www.acee.qc.ca/podcast-CLQ.